Fragment 11. Au cours de ces dernières années, il y a eu plusieurs essais d'historicisation du genre au sein du milieu anarchiste. Ces essais se sont largement concentrés sur la lecture de deux livres traitant de la même période historique, Caliban et la sorcière de Sylvia Federici et Witchcraft and the Gay Counterculture par Arthur Evans. Caliban représente une analyse minutieuse des mécanismes du genre durant la mise en place du capitalisme, explorant spécifiquement l'idée du colonialisme européen et de la chasse aux sorcières en Europe occidentale, comme des cas d'accumulation de corps et de travaux féminins. Witchcraft raconte la même histoire, mais d'un point de vue différent. Alors que Caliban vaut la peine d'être lu pour sa richesse d'informations, sa structure est très problématique. Federici se tient à une vision essentialiste du genre. Elle veut raconter l'histoire de la relation entre le capitalisme et les femmes, une catégorie qu'elle défend fermement. Elle rejette tous les défis posés à la naturalisation du genre binaire en affirmant seulement sa justesse. Sa tautologie, la catégorie des femmes, est valide parce qu'elle est une catégorie valide, et d'autant plus absurde qu'elle fait des expériences des femmes dans une partie du monde durant une période historique donnée, la base de toute la réalité du genre pour les femmes dans le monde entier à chaque instant suivant. Par conséquent, son travail ignore totalement la violence genrée envers les corps qui ne rentrent pas dans ces catégories bien rangées. La vaste persécution des PD durant l'Inquisition et la chasse aux sorcières, pour nommer un exemple, ne voit offrir rien de plus qu'une simple mention dans son livre. Il faut cependant reconnaître qu'elle défie les interprétations marxistes et orthodoxes de l'histoire. Elle déclare que la montée en puissance du capitalisme ne peut pas être vue comme si progressiste si on la regarde depuis la perspective du genre, mais aussi qu'il n'y a pas de transition linéaire vers le capitalisme, seulement une série de violents épisodes de capture et de revers. Et pourtant, son point de vue reste trop limité par sa propre variante autonome du marxisme. Pour elle, toutes les atrocités de la chasse aux sorcières sont expliquées par une analyse des nécessités économiques du mode de production capitaliste. Plus spécifiquement, ces atrocités sont rendues nécessaires par le besoin que les femmes accomplissent le travail reproductif au sein du prolétariat nouvellement forgé. Cela pourrait être lu comme un geste utile pour s'éloigner de cette notion absurde, soutenue par Federici et ses contemporains et contemporaines, voulant que la violence genrée contemporaine puisse être uniquement et principalement expliquée par l'exploitation domestique des femmes durant le dernier siècle. Et pourtant, sa catéchis sur l'économie semble essayer de projeter cette même notion dans un passé plus lointain. Nous avons déjà discuté des limites de cette approche concernant le genre. La réorientation vers une période passée ne change pas ses limites. Ce texte semble d'autant plus limité par le fait qu'elle ne fait peut-être que deux mentions à l'existence de violences genrées précédant cette période et n'offre aucune explication quant à l'origine de cette violence. Cela nous laisse toujours avec cette étroitesse théorique qui est le genre naturalisé. Un thème central de son travail est l'accumulation primitive, la première accumulation d'une population par le Léviathan. Elle voit cela comme une transition dans sa propre théologie. Téléologie. Cependant, la bête contre laquelle ces sujets se révoltent n'est pas née à la suite de telle ou telle période. Elle est constamment en décomposition et en renaissance. Son mode de capture sous la forme du genre n'est pas basé sur son mode de production, c'est d'abord une opération corporelle et spirituelle sur laquelle un mode économique est structuré. Son récit commence au milieu d'une révolte précisément parce que ces sujets se révoltent contre leur capture antérieure. Le tour suivant d'accumulation ne peut donc être le premier. Il faut remarquer également que dans son récit exhaustif de l'histoire des chasses aux sorcières, elle reste dédaigneuse si ce n'est pas silencieuse au sujet du rôle de la magie en tant que telle. Cela mène à une lecture purement matérialiste qui ne peut pas rendre compte des dimensions spirituelles de la domestication comme capture. Le récit de Federici est une histoire à propos de l'intensification des procès que nous appellerons le genre. Elle a peut-être tort en situant cette histoire au sein d'une périodisation spécifique et dans son exposé des causes des événements, mais nous voulons bien y faire le tri pour en glaner ce que nous pouvons. Notre instinct est qu'elle a peut-être raison de prêter une attention particulière à ces événements, mais seulement si, d'aventure, ces rebelles brûlés sur le bûcher pouvaient révéler des secrets occultés concernant leur propre conflit de genre léviathanique.
Le livre d'Arthur Evans est plus intéressant en ce qu'il diverge par rapport à celui de Federici et ses points précis. Là où elle affirme une essence de la femme, il explore spécifiquement la chasse aux sorcières comme une tentative de détruire toute une série de personnes déviantes sexuellement et de genres variants. Là où Federici limite sa critique à la naissance du capitalisme, Evans accuse toute la civilisation occidentale. Là où Federici est indifférente aux pratiques et aux croyances des victimes et de ses récits, Evans essaie d'écouter et de percevoir quelles révélations obscures elle pourrait offrir dans un conflit violent et anarchique contre la civilisation genrée. Il tisse aussi une critique de l'histoire tout au long de son texte, accusant, comme Freddy Perlman le fait ailleurs, les historiens de complicité dans la glorification du Léviathan et l'effacement de celles qui ont tenté de le détruire. De manière plus provocante, il laisse de la place au mythe dans son récit, et pourtant il ne va pas toujours assez loin. Au lieu d'une anti-histoire, il contre avec une histoire gay, comme si le seul problème de l'histoire était l'homophobie. De la même manière qu'avec la naturalisation de la catégorie femme chez Federici, on doit également tressaillir face au déploiement acritique de la notion universelle des personnes gays, dans laquelle prennent place toutes les hérétiques uniques et divergentes. Cette construction de la catégorie est l'exacte recomposition à laquelle il est fait référence dans le texte d'Attentat, l'engloutissement de temps en temps de fragments décomposés au sein d'une réincarnation du genre. Une critique queer doit éviter ce piège. Alors pourquoi lire ces livres ? Qu'en reste-t-il si l'on élimine les grands méta-récits à propos du mouvement d'abstraction comme l'histoire, ou si l'on refuse d'imposer nos catégories contemporaines au passé ? Le reste est une collection d'histoires. Et ces histoires diffèrent de l'histoire, history, de ce qu'elles portent sur les exploits et les aventures d'individus, et pas sur la machinerie qui les retient captifs et captives. Les histoires nous intéressent également parce qu'elles se parce qu'elles ne se saisissent pas de telle ou telle période temporelle, elles enchantent celui qui les compte et celui qui les écoute et les font y participer activement. L'histoire est la principale méthode des pratiques magiques dans la culture orale. L'histoire, history, est l'idéal socratique de ces histoires, l'unique histoire qui dévore toutes les autres. Les histoires critiques comme Caliban et Witchcraft ou n'importe quelle histoire populaire ne servent qu'à intégrer ces légendes dans celles qui les consument toutes. Cela devient un jeu d'abstraction, une collection de jugements, de manuels d'inquisition, de documents hérétiques et de biographies d'accusés deviennent l'accumulation des femmes au sein du mode de production capitaliste ou l'histoire gay, ou l'ancienne religion. De manière assez intéressante, il a été affirmé par certains et certaines, comme David Abraham, que le fait d'avoir brûlé vivent des dizaines de milliers de femmes, pour la plupart des herboristes et des sages-femmes venant de classes paysannes, au titre qu'elles étaient des sorcières durant le XVIe et XVIIe siècle, peuvent être utilement compris comme la tentative presque réussie d'extermination des dernières traditions orales préservées d'Europe. Les dernières traditions prenant racine dans l'expérience directe et active des plantes, animaux et éléments, afin de tracer la voie pour la domination de la raison alphabétique sur un monde de plus en plus vu comme un ensemble mécanique d'objets. Il n'est pas surprenant qu'en conséquence, de nombreux témoignages de cette époque souffrent de la tragédie qui est imposée sur les conceptions de nous-mêmes et du temps. Lire réellement contre l'histoire, history, c'est lire avec attention les histoires elles-mêmes, sans tenter de les situer dans quelque chose de plus systématique ou d'universel. Dans un monde dépourvu d'idéaux abstraits, de directivité ou de moralisme universel de la pensée historique, historical, les histoires sont utiles en ce qu'elles nous racontent des leçons discrètes qui pourraient nous aider dans nos conflits quotidiens. C'est seulement quand on arrête d'essayer de déchiffrer la vérité de l'histoire que l'on peut vraiment repérer la subtile toile de messages et de sens cachés au sein des histoires à notre disposition. Ici, en sont répertoriés quelques-uns que nous avons repérés. La plupart des histoires à propos de l'imposition du genre sont aussi des histoires à propos de la création d'institutions et de la fuite d'individus hors d'elles. Aux époques appelées enclosure ou industrialisme, ces institutions tendent à nous séparer de vastes expériences de la vie. On pouvait jadis trouver sa propre nourriture, faire ses propres vêtements, découvrir ses propres pratiques sexuelles, se soigner soi-même et communier directement avec les esprits sauvages. Désormais, toutes ces expériences sont médiées par les femmes, les écoles, les hôpitaux et les églises.
L'institutionnalisation du monde pourrait être comprise comme les armures matérielles et la pauvreté spirituelle imposée à travers la domestication. Cette, institu- cette, institu- cette institutionnalisation est toujours violente. La domination de la médecine institutionnelle, par exemple, émerge des cendres des herboristes brûlés vifs. Le genre est constamment redéfini et réinscrit à travers ces institutions. La plus importante parmi elles est la famille. L'enclosure des forêts, l'enclosure des forêts et des champs correspond à une enclosure des moyens de care des gens au sein de cette unité familiale. La famille devient l'unité principale pour imposer la propriété privée, la discipline et le contrôle de la sexualité. Pendant que Léviathan essaie d'avaler le monde entier, dévorant toute divergence, il apporte par inadvertance l'extérieur en lui. La chrétienté fit cette loi: tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Les nazis essayèrent de parfaire cette science raciste à travers le Gleichschaltung, mais l'élimination de la diversité sauvage n'est jamais totale. La divergence nouvellement internalisée réémerge souvent sous la forme d'une hérésie. Cette rupture constante de l'hégémonie semble souvent être une décomposition généralisée de l'unité de telle ou telle institution. Concernant le genre, cette hérésie est appelée ailleurs le queer. Le Léviathan va de temps en temps déployer une force spécialisée de police pour mettre un terme à ces hérésies. Elles sont appelées inquisitions. La guerre sacrée est ramenée à la maison. La guerre contre l'extérieur est retournée vers l'intérieur. On connaîtra peu de choses à propos des doctrines et des pratiques de ces sectes hérétiques, puisque la méthode de l'Inquisition est aussi historique, historical. Elle vise à annihiler les récits autant que les corps. Ces inquisitions, peu importe les siècles auxquels elles surviennent, émergeront chacune comme un laboratoire avancé et innovant de torture et de subjection, le plus pervers jamais connu dans l'histoire de la répression étatique. Il n'y aura aucune limite dans l'élimination de ces colonies internes. La résistance active contre le Léviathan prend souvent le caractère de l'extase. Freddy Perlman mentionnera les grandes danses qui se propageaient comme le feu au sein des ligues de déserteurs. Les inquisiteurs et les chasseurs de sorcières seront hantés par les images d'orgies nocturnes de sabbat. Nous avons écrit ailleurs que le désir queer est le point de repère et la crainte de l'autonisation, tout un ordre social. Les plus beaux moments d'insurrection sont immanents à la décomposition des rôles genrés et sexuels. L'extase d'extasis, c'est d'être extérieur à soi-même, fuir hors de la domestication et fuir hors du soi, à la fois dans ses dimensions spirituelles et corporelles qui nous contraint et contraintes. Être extérieur au soi est une première rupture. Ces ruptures sont souvent formulées dans le langage de leur temps. Animisme ou renouveau de divinité depuis longtemps vaincue, apocalypse comme une réalité vécue de manière immanente. Ce qui est constant est l'emphase sur la joie directe et immédiate. Ces éruptions de révolte ne sont pas limitées à telle ou telle période historique, mais sont universelles tout au long de l'histoire. Elles ont lieu dans les villes, dans les campagnes, au sein de la paysannerie et dans les camps de travail. La répression de cette révolte extatique inclura toujours une dimension sexuelle. Cette répression vise à réinscrire le corps et l'esprit de la résistante dans son soi domestiqué. L'usage de la violence sexuelle comme tactique répressive ou la combinaison presque universelle de peines criminelles contre l'homosexualité, l'hérésie et la sorcellerie aident à illustrer cela. Beaucoup de chasseurs de sorciers et sorcières accusèrent implicitement ou explicitement les sorciers et sorcières d'avoir des relations avec leurs animaux familiers, suivant la tradition chrétienne de séparer l'humanité du reste du monde, vivant tout en marquant le bestial comme méritant d'être dominé. La nudité, les hallucinogènes et les cheveux débraillés deviennent des crimes sexuels du corps. Les formes collectives de sexualité et de sociabilité sont criminalisées afin de maximiser le temps productif. Le viol est constamment utilisé comme une technique de domination par les armées conquérantes, la torture par les inquisiteurs, ainsi que la division parmi les populations rebelles. L'État, à plusieurs moments, institutionnalise et subsume la prostitution à la fois comme une soupape contre la révolte, mais aussi comme un remède contre les pratiques sexuelles déviantes. Les sexualités non reproductives sont annihilées à la fois parce qu'elles représentent un défi envers la matrice hétérosexuelle émergente, mais aussi pour les conspirations et les échappatoires impliqués dans de telles relations. Les résistants et résistantes indigènes sont toujours dénoncés par les missionnaires pour leur manquement à la moralité concernant la sexualité et le genre.
Cette immoralité est toujours mobilisée dans les fantasmes d'expansion des colons et des pionniers. Les corps des résistants et résistantes colonisés sont marqués par le viol et l'exécution. Ces opérations servent de base à l'entreprise génocidaire des chasses aux sorcières et des holocaustes. Alors que nous sommes aliénés du monde, nous sommes aliénés de notre corps. Afin de prévenir ce type de fuite hors de nous-mêmes, le Léviathan doit instituer des sujets encore plus complexes pour ses constituants. Ces sujets sont le résultat d'une litanie de techniques visant à mécaniser, discipliner, manipuler émotionnellement et contrôler le corps humain. La réduction de certains corps à la fonction d'usine à bébé est un premier exemple, mais aussi les diagnostics scientifiques de plusieurs déviances sexuelles ou encore le contrôle disciplinaire de personnes de genre variant. Celles qui résistent volontairement ou instinctivement à cette technique doivent être classées parmi les autres. Cette stigmatisation est souvent composée de processus raciaux et genrés. Contre ces autres, aucune violence n'est excessive. L'autre que soit, le sorcier, la sorcière, le terroriste, le drapétomaniaque, le PD, etc., les destinataires légitimes de toutes sortes de brutalités créées pour assimiler ou annihiler la déviance. Ces crimes deviennent crimen exceptum. Une fois que le Léviathan a construit ses institutions et ses corps machiniques correspondants, son projet principal devient le mouvement de ses tendances vers l'infini. Tous nos efforts pour critiquer l'enfant dans le précédent numéro de ce journal sont une réponse à ce projet de croissance sans retenue. Celles qui pratiquent quelque forme de résistance, que ce soit ce projet, donc être autre, qui mérite l'annihilation. L'enfant fonctionne comme le futur fantasmé de la race des parents. Tout déclin dans les populations civilisées sera vu comme une menace envers l'État qui, en retour, accroîtra les techniques de répression sexuelle décrites si avant. Travailleurs et travailleuses et esclaves seront encouragés à produire plus de travailleurs et travailleuses et d'esclaves. Dans ces moments, les dimensions sexuelles et abortives de l'hérésie de la sorcellerie seront en première ligne des procès de l'Inquisition. Ce n'est pas une coïncidence si les sorcières et les hérétiques queers furent exécutés pour avoir prétendument sacrifié des enfants au diable. La diabolisation de la contraception peut aussi être comprise à travers cette vision. Ce désir fanatique d'augmenter la population a même conduit les chefs d'État les plus religieux et misogynes à proclamer que la seule vertu des femmes était leur capacité naturelle à donner naissance. Comme dit Martin Luther, quelle que soit leur faiblesse, les femmes possèdent une vertu qui les annule toutes. Elles ont un utérus et peuvent donner la vie. Le rationalisme, la raison, les lumières et tout autre mensonge raconté par le Léviathan à propos de lui-même n'ont jamais mené l'abolition de ces pratiques sanguinaires et génocidaires. Ces idéologies ont plutôt mené à l'institutionnalisation et à une augmentation de la sophistication de la violence. Ces idéologies ont fini par servir de justification à la brutalité et à l'encontre de l'autre irrationnel. Il n'y a pas de progrès linéaire hors de cette brutalité. Pendant que les bons sujets peuvent être encouragés à se reproduire indéfiniment, les vrais enfants de l'autre, racial ou colonisés, seront souvent massacrés en toute impunité. Même en promouvant l'idéologie de l'enfant, l'État est constamment et discrètement en train d'agir pour imposer une campagne scientifique d'eugénisme, d'extermination et de stérilisation forcée à celles qu'elle juge comme étant racialement extérieures. Ce sont seulement quelques leçons parmi une infinité que nous pourrions extraire de n'importe quelle constellation de récits, leçons qui ont toujours d'autant plus de pertinence aujourd'hui que durant les siècles passés. Plutôt qu'un récit à propos de la domestication comme idée, on a un ensemble fragmentaire et ésotérique de légendes qui décrivent chacune à quoi ressemble la domestication à un instant particulier. De manière plus stimulante, elles décrivent aussi comment les gens choisissent de se révolter contre ce procès. Nous raconter ces histoires revient à nous connecter aux individus et au moment où une fuite hors du cauchemar de l'histoire a été tentée. Cette connexion prend plus de sens quand les histoires envoûtent notre être et sont transmises à notre corps à travers nos propres expériences. Ces histoires seulement importantes dans la mesure où elles produisent une compréhension viscérale de la fuite hors de cet ancien protocole de séparation et de capture. C'est la dimension qui doit toujours être centrale dans cette nouvelle lecture de l'histoire comme une décomposition. La décomposition n'est pas seulement une force de la nature ou un accident, c'est principalement le refus volontaire du Léviathan par les individus, des groupes. Le Léviathan se décompose quand celles qui maintiennent sa machinerie en route refusent de le faire, quand Yel fuit dans les montagnes, chante, danse, pratique des rituels extatiques, quand Yel crie,
pillent et brûlent. Quand elles se débarrassent de leur armure, enlèvent le masque et réduisent en cendres la bête. Si ces histoires illustrent des exemples de domestication, elles montrent aussi l'imposition du genre. La décomposition intrinsèque au genre est ce que nous appelons le queer. Ce n'est pas telle ou telle catégorie de sujets constitués historiquement, mais toutes les expressions corporelles et spirituelles divergentes qui échappent à leur rôle. Dans le premier numéro de ce journal, on a dit que cela constituait une queerness comprise négativement. Comme la rébellion décomposition est inhérente au récit traitant de la domestication, il est de même pour le déferlement de désir queer. Pour cette raison, les dogmatistes, en particulier marxistes, nous ont accusés d'être ahistoriques et idéalistes. Nous n'avons pas de réfutation pour le premier reproche. Nous nous situerons joyeusement hors de l'histoire, des violeurs de masse, rois et industriels. Nous n'allons certainement pas nous cramponner à une des identités offertes en elle, ni croire toute prescription exposée par ces intellectuels. Il serait encore pire d'être organisé d'une telle prescription de l'histoire. Quand nos amis dans Attentat ont écrit la récomposition et la décomposition ultérieure qui suivent tout déclin de l'histoire, nous lisons cela comme l'organisation qui suit les moments de la rupture, de l'effondrement prévisible de toutes ces organisations politiques. Si l'on suit Rubin en disant que toute organisation est basée sur l'échange de corps genrés, alors nous devons aussi reconnaître la rébellion inévitable des corps contre l'organisation politique. Les organisations radicales ou féministes ne sont pas exemptes de cette décomposition. On y réfère usuellement sous les noms de burn-out ou de lutte intestine, bien que l'on pourrait les comprendre comme un refus instinctif d'être capturé ou mobilisé par telle ou telle organisation. Après tout, la tendance de la queerness contre l'histoire a toujours été l'extase de la vie hors du temps, sans souci concernant le bon moment, les conditions matérielles ou les enfants. La queerness doit toujours émerger comme hors du temps, déviante, irrationnelle. Concernant la dernière accusation, l'on peut seulement hausser les épaules. La combine socratique des idées ne nous concerne pas. Nous laisserons les vérités universelles et les grandes histoires aux historiens. Nous nous préoccupons uniquement de beaux moments, de l'hérésie et de la révolte, des expériences vécues, les pratiques corporelles de l'intensité spirituelle qui font allusion aux nôtres. La résistance est la seule composante humaine de toute l'histoire. Tout le reste est progrès léviathanique.